Quel que soit le cercle, le secteur, la tendance et l'idéologie, on a tous le droit d'exprimer ses opinions. C'est le fondement de la démocratie. Opinion 68. Suivez Télé Superstar, la chaîne 68, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h30 AM. Opinion 68. Reprise tous les jours, 10h du soir. Opinion 68, avec Jean-Jules Desaugustes, pour vivre toute l'actualité sur Télé Superstar, la meilleure image. Opinion 68 vous est présenté par la peinture EasyCare, disponible à la Quincaillerie Nouvelle SA. Quand vous désirez des couleurs éclatantes, une couverture impeccable, une touche élégante, des couleurs vraiment différentes, la seule peinture qui a réponse à toutes vos exigences en matière de couleurs est là. EasyCare Weatherall and Panto Select avec l'eau VOC et l'eau Other Formula made in US by True Value. Ce n'est pas seulement une peinture, c'est votre personnalité. Disponible à la Quincaillerie Nouvelle SA. Opinion 68 vous est présenté par la peinture EasyCare, disponible à la Quincaillerie Nouvelle SA. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur Télé Superstar à l'heure de votre émission Opinion 68. Nous sommes heureux, franchement, de vous y accueillir. Désormais, tous les matins, nous nous faisons le plaisir de commencer l'émission avec un texte qui certainement aura toute une profondeur extraordinaire et duquel texte vous tirerez aussi des leçons extraordinaires. Et ce matin, nous nous faisons le plaisir de prendre un paragraphe de l'hymne présidentiel disant « Quand nos aïeux brisèrent leurs entraves, ce n'était pas pour se croiser les bras, pour travailler en maître, les esclaves ont embrassé corps à corps le trépas. L'indépendance est éphémère, sans le droit à l'égalité. Pour fouler, heureux cette terre, il nous faut la devise austère. Dieu, le travail, la liberté. » Ainsi, avons-nous l'honneur d'introduire l'invité du jour. Il s'agit du sénateur Jean-Renel Senatus, dit Zokiki. Honorable sénateur, bonjour, bienvenue chez vous, bienvenue chez nous sur Télé Superstar. Bonjour des Augustes, bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices de Télé Superstar, bonjour aux techniciens qui nous mettent en onde, bonjour à tous les auditrices, auditeurs, à tous les spectateurs, téléspectatrices de Télé Superstar qui nous regardent au niveau du département de l'Ouest et de tout Haïti, sans compter ceux-là qui nous regardent à travers le net. Honorable sénateur, et ça devient pour nous une habitude de faire mention de certains textes symboliques pour le début ou à chaque début de cette émission. Vous nous avez écouté et quelle est la partie quelle partie de ce texte vous a attiré l'attention le plus? Dieu, patrie, liberté. Pourquoi? L'important parce que moi personnellement je crois en Dieu. Je sais que je peux rien sans l'aide et l'accompagnement du Tout-Puissant. Je sais également que je dois travailler. Et par le travail, c'est cette éducation que j'ai reçue chez mes parents. C'est seulement par le travail que je peux prospérer. J'ai travaillé toute ma vie dès mon enfance et aujourd'hui encore. Patrie, parce que mon travail doit impliquer le respect, doit impliquer la réussite aussi de ma patrie. Donc pour moi, sans la patrie, il n'y aura pas de liberté. Sans le travail, il n'y aura pas de liberté. Sans Dieu, il n'y aura pas de liberté. C'est bien cette partie qui m'a interpellé dans l'hymne présidentiel. En tout cas, nous vous la dédions pour fouler heureux cette terre. Il nous faut la devise austère, Dieu, le travail, la liberté. Alors, avec vous, l'honorable sénateur Jean-Renel Senatus, nous verrons le Sénat et le sénateur. Comment va le Sénat, honorable sénateur? Bon, comment va le Sénat? C'est une question qui embarrasse. C'est une question qui exige un peu de recul, surtout lorsqu'on la pose à un sénateur. Aujourd'hui, je pense que le citoyen qui est à travers les rues est mieux apte et habile, serait mieux apte et habile à répondre à cette question.
Pourquoi? Comment va le Sénat, parce que moi, je suis sur le terrain, et en tant que joueur, je ne saurais être mon fervent observateur. Cependant, question de probité exige, je dirais que pour moi, le Sénat ne va pas bien. Le Sénat ne va pas bien parce que avant ma prise de fonction en janvier 2016 au Grand Corps, j'avais pensé que dans une année, j'allais pouvoir réaliser pas mal de choses. Donner ce qu'on pourrait appeler un arsenal juridique moderne à ce pays et exercer le pouvoir de contrôle qui m'est imparti en tant que législateur. Or, depuis janvier, toute la société pourrait le voir, le Sénat ne fonctionne que par moments, par grands moments, soit dans des moments pour élire de manière inconstitutionnelle un président provisoire, soit pour répondre à un appel en Assemblée nationale qui n'est prévu nulle part à travers la Constitution, soit pour voter un conseil des lois, ou du moins ayant à voir avec le CREF, avec empressement, ou du moins les sénateurs se sont réunis pour passer des actes qui pourraient faire appel à des intérêts mesquins, claniques, qui ne vont pas vraiment dans le sens des intérêts du pays. Les séances, on ne les tient pas régulièrement au niveau du Sénat. Alors qu'on a 3 jours statutaires là-bas et 2 jours de travail en commission. Il y a des commissions jusqu'à présent qui n'ont pas réussi à organiser pas même une séance avec leur ministère de tutelle. Question, c'est comme pour vouloir dire que ce secteur fonctionne très bien, et pourtant non, parce que le sénateur, ou du moins les sénateurs membres de ces commissions, n'ont pas leur intérêt. Aujourd'hui, le pays va mal, surtout après l'ouragan Mathieu. Je pense que le Sénat, en tant qu'organe de contrôle des autres pouvoirs publics de l'État, devrait avoir son rôle à jouer et à fixer ou refixer les balises. Malheureusement, question majorité, question minorité au niveau du Grand Corps ne nous permettent pas de faire asseoir notre conviction de sénateur, législateur et contrôleur. Donc pour moi, je ne saurais en aucune manière venir dire que le Sénat fonctionne bien. Alors, honorable sénateur Jean-Renel Senatus, vous n'êtes pas le premier sénateur que nous accueillons sur le plateau de Télé Superstar. Il dénonce toujours, ou vous dénoncez toujours, tout ce qu'il y a de mauvais, si vous voulez, comme de douleur, si vous voulez, comme action politique, qu'il constate ou que vous constatez au Sénat. Mais vous êtes membre du Grand Corps, vous y êtes, vous y restez, vous y travaillez, si je peux le dire comme ça. Et quel devrait être le comportement du sénateur qui assiste à ce tableau un peu sombre, qui le regarde, qui le contemple, si vous voulez? Moi, je vous dirais que je viens de répondre à une question: comment va le Sénat? Mais si vous me posez la question comment va le sénateur Senatus, je vous la pose, comment va le sénateur? Je vous répondrai: Jean-Renel Senatus, en tant que sénateur de la République, travaille. Un petit bilan. Je travaille et jusqu'à présent, je suis vraiment satisfait de mes réalisations. Parlez-nous-en. Et je suis satisfait de ma présence au niveau du Sénat parce que il fallait avoir un sénateur Jean-Renel Senatus et bien d'autres que je ne vais pas prendre la peine de citer au Sénat pour que ça aille comme vous le voyez. Sinon, ça aurait été la catastrophe, pure et simple. Jean-Renel Senatus comme sénateur, je sais que
je joue le rôle de législateur. En tant que tel, avec mon équipe, j'ai déjà fait ce qu'on pourrait appeler une évaluation de la situation législative du pays. J'ai vu des vides et j'ai proposé des textes. Dans mon agenda, aujourd'hui, j'ai 13 textes de loi. Axé sur quoi? Les uns plus ambitieux que les autres. N'oubliez pas que j'avais mené campagne autour d'un triptyque famille, justice, sécurité. Aujourd'hui, en tant que sénateur de la République, tous les secteurs doivent m'intéresser. Cependant, je fais de mon mieux pour répondre aux réponses, aux questions plutôt de mes mandants sur le triptyque qui leur a été proposé. Famille, justice, sécurité. Famille, justice, sécurité. D'abord, la famille. Aujourd'hui, famille, vous n'êtes pas sans savoir que mercredi dernier, j'ai déposé au niveau du Sénat de la République un texte sur le code de la famille. Le code de la famille, c'est un code qui se faisait attendre, qui se fait encore attendre depuis 1987. C'est prévu à l'article 260 de la Constitution haïtienne, où il est dit que la famille est la cellule de base de la société, elle doit être protégée par l'État. Et pour sa protection, on a prescrit l'adoption d'un code de la famille. Mais jusqu'à date, ce code n'a pas été et n'est pas encore adopté. Nous autres, au niveau de mon équipe, nous nous sommes mis à travailler depuis ma rentrée au niveau, mon accession au siège de sénateur de la République. Et enfin, le mercredi dernier, on a déposé le texte qui désormais va prohiber la vente, alors va protéger l'enfance, va encadrer l'adolescence, va orienter la jeunesse et accompagner la vieillesse. Alors, au cas où il serait voté non, à la Chambre, la loi sera votée. Vous êtes confiant? Oui, je suis très optimiste. Le code de la famille va être voté parce que tous les sénateurs viennent d'une famille, peut-être, aujourd'hui sont issus d'une famille. Et nous vivons une situation particulière au niveau de la société aujourd'hui où l'on ne fait confiance à personne. À regarder un sénateur parler, on a tendance à croire que c'est le voleur qui parle. C'est le démarcheur ou le racketteur qui parle. C'est la perception que la société a. À voir le mécanicien agir, on dit que le mécanicien, lui, il n'est pas sérieux. Il vous fait acheter des pièces sans avoir vraiment la nécessité. À regarder le médecin, on a des critiques ou des reproches à faire au médecin. Donc, c'est une société où tous ces éléments sont questionnables et questionnés. Aujourd'hui, pour répondre, ou du moins porter une solution à ce problème, il faut qu'on se mette à questionner nos familles. Est-ce que nos enfants sont sécurisés assez? Est-ce que nous ne travaillons pas à avoir plus de délinquants au niveau des sociétés? Si oui, il faut penser à corriger ces dérives. Eh bien, aujourd'hui, on parle de banditisme et même de banditisme organisé ou grand banditisme. Mais d'où viennent ces bandits? Au banditisme légal. Ils viennent d'une petite famille qui est la cellule de base de la société. Et parfois, c'est cet élément-là, enfant qu'il est, mais qui est admis à consommer de l'alcool ou à en acheter, qui est admis à consommer de la marijuana ou à en acheter, qui est admis à consommer du sexe ou à en être abusé. Et c'est cet enfant au demain qui va se transformer en bandit contre la société. Aujourd'hui, je pense que l'État devrait avoir une politique publique en matière de famille pour que les familles soient sécurisées à partir de l'enfance, en passant par l'adolescence, la jeunesse, jusqu'au troisième âge. Jusqu'au troisième âge. Et ça permettrait au moins ça à la société de dégager une nouvelle réflexion, parce qu'une famille sécurisée, c'est la société de demain sécurisée. Si on vous demandait de parler de votre deuxième partie, de votre type triptyque, comme vous l'avez dit, justice par exemple. Donc sur la famille encore, nous avons un texte sur la loi, c'est la loi portant sur les bonnes vies et mœurs, ce qu'on appelle la bonne réputation. Aujourd'hui,
n'importe qui peut devenir avocat, ingénieur, médecin, député, sénateur et même président de la République. Parce que l'État ne suit pas la personne de l'enfant dès son enfance jusqu'à son vieil âge. Moi, je pense qu'une société ne saurait fonctionner ainsi. L'enfant qui est admis à l'école préscolaire, à l'école classique primaire, à l'école secondaire, devrait avoir un fichier. Et cet enfant qui va se faire admettre au niveau de l'université aussi, il devrait avoir un certificat de renommée à lui émis ou donné par son premier établissement d'accueil. Aujourd'hui, comment comprenez-vous que nous allons recruter un journaliste à Télé Superstar? C'est votre premier vis-à-vis avec cette personne-là. Vous n'avez aucun background, si vous me le permettez de le dire ainsi, de cette personne, alors que cet élément qui va être recruté au niveau des Télé Superstars a eu un mauvais comportement à la faculté des sciences. Crapuleux. Un passé vraiment questionnable au niveau de l'université. Donc, c'est cette personne qui va aujourd'hui être placée par le DG de Superstar pour éduquer, former, distraire, orienter cette société. Et parfois questionner. Questionner. Donc là, il y a des anomalies. Comment comprenez-vous qu'un député ait été aux élections, il a réussi ces élections, c'est à son entrée au Parlement qu'on va se mettre à questionner le député pour dire qu'il a un dossier criminel. C'est anormal. On remarque qu'il a été impliqué dans la drogue, dans le trafic illicite. Aujourd'hui, les certificats de bonne vie et mœurs se vendent comme des pâtés chauds au devant du lycée. C'est anormal qu'on ait un pays où tous ses citoyens sont de bonne vie et mœurs. Je pense que réglementer ça, ça a à voir aussi à la famille. Mais le texte est là, ce n'est pas encore déposé puisque j'en ai déposé 7. Je vais attendre 2 à 3 mois pour déposer 3 autres. Hein? Ça donnera 10. Ça vous donnera 10. Maintenant avant de parler de la sécurité, vous avez dit famille, justice, sécurité. Encore famille. Une loi sur l'intégration de la jeunesse. Aujourd'hui. Brièvement, parce qu'il faut parler quand même de la sécurité. OK. Aujourd'hui. Comment comprenez-vous qu'un jeune se fasse admettre à l'université où il a passé 4 ans à étudier, il a fait un master, il a fait un doctorat et en rentrant en Haïti pour mettre sa connaissance au service de l'État, il est pris pour un ennemi. C'est anormal. Comment demander à un jeune détenteur de master de se faire admettre au ministère de la Santé publique ou à un quelconque ministère avec un salaire de 22 000 goudes par mois? C'est anormal. Mais pourquoi ne pas investir? L'État ne s'investit pas dans la formation professionnelle des jeunes. Mettons-nous aujourd'hui à un point où, après l'ouragan Mathieu, on veut aller partir à la reconstruction des grands départements frappés. Et on se dit, on veut avoir dans 1 heure de temps, dans 2 jours, 1000 charpentiers, 1000 boss maçons, 1000 plombiers ou 1000 frigoristes. Vous pensez que vous allez trouver ces 1000 professionnels? C'est difficile. Où sont passés nos cordonniers aujourd'hui? Hein? Ils s'en vont au Brésil. Ils s'en vont au Brésil. Au Chili. Hier, le Canada accueillait nos cerveaux préparés par l'université. Mais aujourd'hui, l'Amérique latine reçoit nos forces de travail. Moi, je pense, pour rebalancer la construction de ce pays, il faut qu'on se mise sur la jeunesse. Par conséquent, une loi sur l'intégration réelle de la jeunesse qui fera obligatoire aux administrations, aux administrations publiques et privées de recruter au moins 10 à 20% de jeunes comme un quota obligatoire. Plus que 30%, ça permettrait aux entrepreneurs d'avoir un ristourne sur leur déclaration définitive d'impôt sur les revenus. Hein? Permettre à ces jeunes de faire le stage obligatoire au niveau de l'administration publique.
bannir la discrimination basée sur le nombre d'années d'expérience pour recruter le jeune. Il faut un lieu quand même de démarrage pour ce jeune, pour commencer. Donc ça permettra au moins à la jeunesse de se dire, désormais, je ne suis plus étrangère sur mon sol natal. Alors un petit mot sur la sécurité, juste quelques secondes parce qu'il faut quand même passer à la sécurité. Une autre étape. La sécurité, il faut dire que j'ai déposé au niveau du Sénat un code sur la sécurité intérieure de l'État. Je n'ai pas parlé de texte, j'ai dit code. Ça regroupe un ensemble de 6 textes. Un premier texte basé sur la police municipale. Aujourd'hui, on a une police nationale. Dans aucun pays du monde, une police nationale ne saurait être une police de proximité. Donc aujourd'hui, lorsque vous parlez du bandit qui s'attaque à quelqu'un qui vient de la banque, vous faites semblant oublier le voleur de cabri, le voleur de bœuf, hein, et de l'Arcaillé, ou du moins de l'île de la Gonave. Et pourtant, la sécurité est beaucoup plus globale. Il faut penser à une police de proximité. Il y a des gens qui disent aussi qu'on pense oublier, qu'on fait semblant d'oublier les grands commis de l'État qui font des actes un peu répréhensibles, mais qui sont un peu partout, qu'on retrouve un peu à travers. C'est ça, c'est encore la police municipale qui pourrait aider à mettre la main au collet de ces bandits de tout acabit. Maintenant, j'ai déposé ce texte, la police municipale. J'ai travaillé aussi sur une loi sur l'installation des caméras vidéosurveillance à travers les lieux publics et semi-publics. Aujourd'hui, on avance sur cette loi. Pendant qu'au niveau du Sénat, on attend son adoption, mais avec le directeur général de la police, il y a 2 jours de cela, on a discuté autour de cette question. Il y a un ensemble de caméras qui sont déjà entrées au pays, qui doivent être dédouanées sous peu et qui doivent être installées sous peu, justement pour aider la police dans le cadre de son travail. Des carrefours comme Carrefour de l'aéroport, Carrefour Portail de Cannes, Carrefour de l'aviation, les grandes zones des grandes activités économiques doivent être sous caméra surveillance. Alors, j'allais vous dire qu'il n'y a pas que Port-au-Prince, qu'il n'y a pas que non, il n'y a pas que Port-au-Prince. Il y a les autres villes de province. Mais Port-au-Prince envoie toujours des signaux. Écoutez, moi j'ai été commissaire du gouvernement de Port-au-Prince avec la lutte contre la délinquance juvénile. Ce qu'on appelle Zokiki. Ce qui vous a fait avoir ce siège de sénateur. Mais j'ai été à Jérémy à 2 reprises, on a accueilli Zokiki. J'ai été dans les NIP, on a accueilli Zokiki. J'ai été au Cap, on a accueilli Zokiki, alors que Zokiki était à Port-au-Prince. Les signaux doivent être partis d'ici, de l'Ouest, et pour atteindre les autres villes de province. Alors, nous avons passé quelques bonnes minutes, si vous voulez, à vous écouter gentiment, sans vous déranger. Mais on dirait que le sénateur va plus vite que le Sénat. Alors que le sénateur ne peut pas grand-chose, si vous voulez, sans le Sénat. Un Sénat qui ne peut même pas convoquer un ministre. Vous avez déposé 7 textes. Vous comptez en déposer 3 autres dans 2 ou 3 mois. Vous êtes très confiant, ça paraît un peu bizarre. Je suis confiant. Mon travail... Et le Sénat ne peut convoquer même pas un ministre. Non, écoutez, vous dites bien, le sénateur pourrait être toujours beaucoup plus élégant que le Sénat, son institution. OK. Parce que c'est l'élément qui constitue le corps. C'est l'ensemble des éléments qui constituent le corps. Maintenant, c'est dans l'obscurité qu'on pourrait voir l'étincelle. La lumière. De lumière, d'accord? Maintenant, notre travail, nous le faisons. Nous continuerons à le faire. C'est pourquoi je vous dis, dans 2 mois, je déposerai la loi sur les bonnes vieilles mœurs et la loi sur l'urgence médicale obligatoire. C'est important. C'est important pour le pays. Maintenant, je pense qu'avec la nouvelle configuration du Sénat, à partir du mois de janvier prochain, ça nous permettra d'aller mieux en besogne. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de groupe qui ait une majorité fonctionnelle au niveau du Sénat. Il va devoir qu'on attende l'arrivée de 6 autres sénateurs et l'arrivée des 10 du tiers du Sénat. Alors, en janvier 2017, au cas où les élections... non, je ne dirais pas au cas où.
Non, parce que si le 29 janvier Non. est respecté, est adopté, comment pourra-t-on parler d'une rentrée parlementaire en janvier? Non, en janvier, on aura la rentrée parlementaire. Ok. Parce que nous sommes aujourd'hui 22 sénateurs. 8 doivent partir à partir du mois de janvier. Mais 6 autres qui sont actuellement en deuxième tour devraient rentrer aussi. Ok. OK? Avec l'arrivée de ces 6 sénateurs, le nombre va être 20. Avec 20, on a suffisamment de sénateurs pour faire fonctionner le Sénat. Ok. Maintenant, nous serons encore incomplets. Nous allons donc attendre l'arrivée des 10 pour rendre le Sénat complet. Mais en janvier, le Sénat ne sera pas dysfonctionnel. Alors, lequel de vos textes devrait être voté d'abord au Parlement? De Bon, cette dizaine ou il faut dire qu'il s'agit de deux codes. C'est le code de la famille et le code portant sur la sécurité intérieure du pays. Moi, je pense qu'il faut passer par la sécurité. C'est le premier texte pour lequel vous allez vous battre pour... Oui, aujourd'hui même, on a déjà planifié plusieurs forums avec la société civile, avec les experts en la matière, pour leur permettre au moins de dégager leur point de vue, puisqu'ils sont, eux, de la société civile et la loi est faite pour notre société. Nous allons donc il n'y a pas de société sans loi, dit non, le il n'y a pas de société juridique. Il n'y a pas de société sans loi et la loi est faite pour la société. Donc la société devrait quand même participer. La société devrait participer à l'élaboration de son texte. Et c'est pourquoi nous allons avoir des assises avec eux et nous allons avoir des assises avec les gens de la société civile, experts en la matière aussi, pour que nous puissions offrir un instrument utile à notre population. Alors, vous avez dit qu'il n'y a pas de bloc parlementaire majoritaire fonctionnel au Parlement. Vous faites partie d'un bloc. Les informations faisaient croire que vous avez laissé tout bloc pour fonctionner. Non, j'ai été en un premier temps membre du groupe minoritaire, qui heureusement est le groupe le plus laborieux jusqu'à date au niveau du Sénat. Qui comptait combien de sénateurs et qui... Aujourd'hui, je pense qu'ils sont au nombre de 7. Nous autres, moi, je fais partie du groupe centriste. Au groupe centriste, nous sommes 4. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. 4. Maintenant, le groupe majoritaire en compte, je pense, soit 10 ou 11. Pour avoir séance, il faut la composition de ces 3 groupes. Si un groupe ne veut pas qu'il y ait séance, la séance ne peut pas être tenue. Donc ça, c'est un problème. Un problème qu'il faut quand même adresser. Et je pense qu'avec ces élections, on va les adresser. Peut-être que c'est un bon mot, peut-être un beau mot aussi pour faire la transition avant la pause. Et merci beaucoup de votre participation à la première tranche de cette émission. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons et nous parlerons encore du Sénat, mais précisément de son intégration dans l'organisation des prochaines élections. Merci beaucoup, honorable sénateur. Madame, Monsieur, nous vous rappelons que nous recevons l'instant présent le sénateur Jean-Renel Senatus, avec qui nous voyons le Sénat et le sénateur, comme nous l'avons dit au début de cette émission. C'est le temps de la pause, ne partez pas, restez sur Télé Superstar. Nous reviendrons dans un instant. On peut boire un peu d'eau. En pensant à la sauce. On boit un peu d'eau en pensant à la sauce. Oui. Quel que soit le cercle, le secteur, la tendance et l'idéologie, on a tous le droit d'exprimer ses opinions. C'est le fondement de la démocratie. Opinion 68. Suivez Télé Superstar, la chaîne 68, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h30 AM. Opinion 68. Reprise tous les jours, 10h du soir. Opinion 68, avec Jean-Jules Desaugustes, pour vivre toute l'actualité sur Télé Superstar, la meilleure image. Opinion 68 vous est présenté par la peinture Easy Care, disponible à la Quincaillerie Nouvelle SA. Quand vous désirez des couleurs éclatantes, une couverture impeccable, une touche élégante,
Des couleurs vraiment différentes? La seule peinture qui a réponse à toutes vos exigences en matière de couleurs est la Easy Care Weather All and Panto Select avec l'eau VOC et l'eau Other Formula made in US by True Value. Ce n'est pas seulement une peinture, c'est votre personnalité. Disponible à la quincaillerie Nouvelle SA. Opinion 68 vous est présenté par la peinture Easy Care, disponible à la quincaillerie Nouvelle SA. Madame, Monsieur, bon retour à la deuxième tranche de cette émission si vous avez été. Et bienvenue si vous n'y étiez pas. Nous vous rappelons que nous recevons ce matin le sénateur Jean-Renel Senatus, dit Zokiki. D'ailleurs, c'est surtout ce qui lui a donné cette grande réputation comme l'ancien commissaire de Port-au-Prince. Merci beaucoup de votre fidélité à Radio Télé Superstar et l'honorable sénateur est encore là. On s'est promis de parler des élections, sénateur. Oui, au retour. élection. Donc, quelle est l'implication du Sénat dans l'élection qui se déroule en Haïti? Ce qu'on doit savoir aujourd'hui, c'est que toutes les institutions de l'État, tous les citoyens et toutes les citoyennes haïtiens et haïtiennes doivent savoir que réaliser ces élections pour sortir ce pays de ce marasme, de ce bourbier, est-ce que je pourrais trouver d'autres mots pour le qualifier? C'est devrait être une obligation. Je vous proposerai un de cette inconstitutionnalité. Inconstitutionnalité, merci. Inconstitutionnalité, ce devrait être notre obligation. Et par conséquent, nous devrions tous, chacun, en ce qui nous concerne, lutter pour que ces élections soient réalisées dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, le Sénat, en tant qu'institution étatique, lui aussi participe aux élections et va lutter à ce que ces élections soient organisées dans de très bonnes conditions. Et donc, pourquoi il y a eu, depuis 2 semaines, l'implication active de la commission que je dirige, qui est la commission Justice, Sécurité et Défense nationale du Sénat, pour voir avec les autorités est-ce qu'elles sont déjà prêtes à organiser et à administrer cette journée du 20 pour le bien et le bien-être de la population, et nous autres voir quelle note pourrions-nous jouer dans cette partition pour permettre qu'on aille bien vers les élections. Il faut dire, nous avions eu plusieurs rencontres avec nos autorités, et notamment le chef de la police, le CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale. Le CSPN et le directeur général de la police nous ont donné de très bonnes garanties que les élections vont s'organiser dans des conditions sécuritaires optimales. Maintenant, nous autres, au niveau de la commission, nous allons jouer notre rôle dans le contrôle de la journée. Et donc pourquoi nous avions pris l'initiative de monter un command center au niveau du Sénat de la République avec la commission qui travaillera tout au long de la journée, de 6 heures du matin à 6 heures du soir, soit à la fermeture des centres de vote sur toute l'étendue du territoire. Que fera donc ce command center? Nous allons offrir des numéros de téléphone à la population. La population des 10 départements nous appellera pour nous signaler des cas jugés suspects ou du moins des comportements anormaux remarqués soit dans les centres de vote, soit dans les parages, ou du moins des choses qui pourraient avoir lien avec l'organisation des élections. Ça nous permettra, dans un partenariat ouvert entre la commission, la direction générale de la police ou son centre de renseignement,
la primature responsable de la sécurité nationale aujourd'hui, dans ce cadre d'entraide, l'information sera circulée en un laps de temps. Ça permettra à l'État ou aux autorités d'intervenir, de réagir beaucoup plus rapidement possible. Car il n'est pas toujours facile à un simple citoyen de trouver la police ou du moins les autorités, de toucher à ces autorités par téléphone. Mais puisque nous autres, nous sommes des sénateurs qui devraient en quelque sorte avoir une forme de proximité avec la société, nous allons être ouverts en ce jour-là au fait de recevoir les appels et contribuer à ce que les élections soient bien réalisées. Alors, tout le Sénat marche dans cette logique? J'ai parlé de la commission. Votre commission uniquement? Ma commission. De 4 membres? Non, au niveau de ma commission, on a 7 membres. Mais il faut dire, cette commission est l'une des commissions les plus dynamiques au niveau du Sénat. Et nous avons déjà, pour réaliser notre travail de contrôle sur l'étendue du territoire national, déjà, nous avons monté une brigade de renseignement parlementaire, composée de jeunes universitaires qui ont reçu une formation initiale en investigation, en technique d'investigation à l'UEH. Et nous profiterons de l'occasion de votre plateforme pour remercier l'Université d'État d'Haïti et la faculté IERA-ISERS en particulier, qui avaient reçu l'activité de formation continue de nos jeunes. En ce jour, nous allons exploiter les connaissances de ces jeunes universitaires dans le cadre du contrôle de la journée électorale, ce qui nous permettra, bien sûr, d'être utile à la population. Mais il faut dire, enfin, ce n'est pas seulement la commission qui s'y engage, il y a le bureau du Sénat aussi, par l'entremise de son président, l'honorable sénateur Ronald Larèche, qui accueille à bras ouverts cette activité. Alors, et tout à l'heure, vous avez parlé de ces jeunes. Est-ce qu'ils seront répartis sur toute l'étendue du territoire national pour procéder à cette... Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens. Si vous voulez. Nous n'avons pas les moyens. C'est dans quelle zone? Nous n'avons pas les moyens. Nous allons centraliser les services à un point au niveau de la capitale. Nous allons avoir une salle et ces jeunes-là recevront... Nous allons... Alors, il faut dire... Comme une sorte de call center. C'est un call center. Mais nous allons monitorer aussi la journée. Il y aura des jeunes qui devraient se situer par devant leur petit récepteur, soit de radio ou de télévision, à entendre ce qui se passe dans telle juridiction, telle circonscription ou tel département, telle commune. Comme une sorte de veille médiatique. Effectivement. Et il y aura un autre groupe de jeunes qui sera assigné au traitement des informations. Les informations, une fois traitées, eh bien, ça va donner lieu à l'entraide entre le Command Center du Sénat et celui du CSPN, celui de la police ou celui du CEP. Et avec cette circulation fluide des informations, l'autorité concernée va intervenir. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais vous demander aussi. Vous savez, ce qui arrive, on reproche au Sénat d'être réactif, au lieu d'être actif, pour ne pas dire proactif. On attend que les actions soient posées avant d'intervenir, soit pour dénoncer, alors que l'on pouvait prévoir, d'ailleurs il est dit, prévenir, c'est guérir. L'institution. Mais des membres du Sénat de la République ne pourraient en aucune manière être qualifiés. Certains membres. C'est le contenant. Certains membres. C'est le contenant pour le contenu. Non, certains membres ne sauraient en aucune manière être qualifiés de réactifs. Par exemple, aujourd'hui est mercredi. J'ai été en mon cabinet dans la matinée avant de me rendre au Sénat lorsque je lisais à travers les réseaux sociaux une correspondance adressée par
le commissaire Danton Léger, à son homologue de la Croix des Bouquets, Mario Bouvroir, lui demandant de mettre l'ex-président Jean-Bertrand Aristide à sa disposition ce aujourd'hui, mercredi 16. Rapidement, j'ai lu, j'ai questionné la légalité de cette correspondance. Et vous en constatez l'authenticité? J'ai questionné l'authenticité aussi. J'ai dû appeler le commissaire pour confirmer avec lui, est-ce vraiment sa signature? Est-ce que c'est lui le rédacteur de cette correspondance? Et il m'a répondu positif. De là, en tant qu'autorité, je me suis questionné sur les dérapages que pareille invitation pourrait occasionner ce mercredi à Port-au-Prince, dans mon département, à la veille, à 4 jours, 3 ou 4 jours de la tenue des élections. Alors, dans le pays, pour ne pas dire dans votre département. Bon, parce que moi je dirais dans mon département, parce que Port-au-Prince, c'est 40% de l'électorat national. C'est 40% de l'électorat national. Alors, je vous parler des répercussions nationales que cela pourrait avoir. Ça pourrait avoir des répercussions nationales. Mais aujourd'hui, hier ou lundi, je me questionnais sur les répercussions que ça pourrait avoir sur le département de l'Ouest. Et rapidement, j'ai écrit au ministre pour lui dire, ministre de la Justice, écoutez, nous sommes à un moment où la sérénité, la tranquillité, toute forme de garantie de l'ordre social devrait être au rendez-vous. Par conséquent, inviter M. Jean-Bertrand Aristide à comparaître par devant le commissaire du gouvernement pourrait être légal. Ça pourrait, je dis au conditionnel, ça pourrait être légal. Pourquoi le conditionnel? Je mets ça au conditionnel parce que le Sénat, le sénateur doit toujours se garder de s'immiscer dans les affaires du judiciaire. J'ai utilisé le conditionnel, j'ai dit ça pourrait être légal. Cependant, la poursuite n'est pas opportune. Parce qu'en tant qu'ancien commissaire du gouvernement, je sais que la mise en mouvement de l'action publique contre un individu doit faire appel à deux grandes théories et deux grands principes du droit pénal général. C'est le principe de l'opportunité de la poursuite et le principe de la légalité de la dite poursuite. Le principe de la légalité veut que si la loi n'avait pas prévu l'infraction avant même sa commission, on ne peut pas poursuivre. Et l'adage latin, c'est nous la pena sine lege. Il n'y a pas de peine sans loi. Il n'y a pas de peine sans loi. Pas de poursuite sans loi. Maintenant, le principe de l'opportunité, c'est que l'action, ou du moins l'acte posé par la personne poursuivie ou qu'on prétend vouloir poursuivre, peut-être, la poursuite peut être légale, mais le moment pourrait être mal choisi. Le moment pourrait ne pas être favorable. Alors, sans vous porter, si vous voulez, de mots à la bouche, ce ne serait pas ça mon intention. Vous avez été impliqué dans la dénonciation de Massi Madi en Haïti. Et vous savez, ceci aussi a provoqué un grand scandale au Parlement entre deux honorables sénateurs. Oui, Massi Madi, j'ai dénoncé, mais j'avais dit que si telle autorité que de droit n'avait pas pris, n'avait pas endossé sa responsabilité sur concernant, moi j'allais agir. Oui, j'allais agir. C'était avec encore le commissaire Jean-Danton Léger. Oui, heureusement. Donc c'est lui que vous compterez sur votre chemin. Non, c'est ça. Mais c'est ça, c'est là toujours Wenel. C'est ça. Commissaire Danton Léger, pour moi aujourd'hui, c'est un allié. Parce que le commissaire Danton Léger avait pris une décision qui lui aurait même valu son poste. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que certaines actions du commissaire de gouvernement, Jean-Danton Léger, ou ces actions certaines ne seraient pas toujours illégales, comme vous avez utilisé tout à l'heure
Et non, je vous dis le conditionnel. Je vous dis que je suis un magistrat, je suis un avocat, professeur de droit pénal spécial. Aujourd'hui, législateur, je suis de très près les actes et actions posés dans tous les secteurs de la vie nationale. Notamment dans le judiciaire. Dans le judiciaire. Le commissaire Danton Léger, en un premier temps, lorsqu'il émettait des ordres d'interdiction de départ à tort et à travers, j'ai été par devant la presse, j'ai été avec le ministre de la Justice dire aux autorités, attention, c'est inacceptable. Dans Massimadi, il a pris une décision, et la décision est légale, puisque c'est prévu à l'article 232 du Code pénal, c'est prévu à l'article 282 de ce même code. Cette activité est prohibée en Haïti par la loi. Alors, il l'a contré, il l'a évité, déjà dans ton léger alors. Il a pris la décision de faire stopper cette dérive. Ça a fait un scandale au Parlement. Ça a fait un scandale au Parlement. Non, ça a fait un scandale au Parlement. Deux sénateurs. Mais ce n'est pas vrai. Massimadi n'a pas été à la base de ce scandale. C'est pas vrai. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Qui croit sur ce plateau? C'est pas vrai. Qui croit sur ce plateau? Moi, je vous dis que Jean-Renel Sénatus vous parle et je vous dis la vérité. On a reçu le sénateur Karl Murat-Cantave qui en a fait mention. Et qui a dit moi, je vous dis que Massimadi n'a pas été à la base de ça. À la base de ça. Et si Steven Benoît avait voulu frapper un artisan de ce blocage de Massimadi, Jean-Renel Sénatus aurait été le premier à être frappé. De petites parenthèses sur ce scandale. Les sénateurs se sont giflés. Qu'est-ce qui était à la base de tout ça? D'abord, avant l'acte, pour certains sénateurs, en lui-même est déplorable, regrettable, etc. Mais qu'est-ce qui serait à la base d'un tel scandale aussi, si vous voulez, historique? La vérité dans tout ça, c'est qu'il y avait eu un incident entre le sénateur Cantave et le sénateur Benoît. Le sénateur Cantave a eu la parole, alors que le sénateur Benoît a été délégué par le président Larèche auprès du secrétaire général du Sénat au fin de lui dicter une lettre de convocation de la commission interministérielle qui gérait le poste ouragan Mathieu. Et de là, puisque le sénateur Cantave a eu la parole, au sénateur Benoît de demander, messieurs, nous allons mettre ça à jeudi ou à mercredi. À nous, les 19 sénateurs présents, de répondre mercredi. Et le sénateur Cantave, vexé au rouge, a demandé au sénateur Benoît de se taire. Et c'est de là que l'incident s'est parti. OK? Donc, il n'y a pas eu une question de Massimadi la question. Ça, je vous parle sur mon honneur, parce que je suis un sénateur de la République, d'Arbola et magistrat. J'ai regretté, il faut dire, j'ai regretté que aujourd'hui, au moment où nous vivons, que c'est pareil spectacle que nous autres, en tant qu'autorité constituée du pays, nous offrons à notre société. Alors, juste une petite information, le sénateur Karl Murat-Cantave aussi a juré sur sa foi chrétienne. Non, moi je ne vais pas, me tarder là-dessus. On a failli le croire aussi. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Revenons à nos moutons, on parlait de certaines dispositions mises en place pour l'organisation des élections, notamment ce call center. Est-ce qu'il y a des numéros disponibles que l'on pourrait partager avec la population? Pour ce matin, ce n'est pas encore disponible, dans la mesure où les numéros sont là. Cependant, on est en train de voir comment synchroniser le numéro avec un code short, un short code. Short code, c'est un numéro de 3 chiffres que la Digicel et la NATCOM devraient nous donner. Donc, ce matin, il y a des membres de mon cabinet, avec bien sûr un technicien de la police, qui sont dans cette compagnie-là, en train de régler la question. Au lieu de donner
un numéro de 8 chiffres à la population, on va faire en sorte qu'on leur donne un seul numéro de 3 chiffres et ça sonnera sur 5 à 10 lignes. OK? Alors, de manière technique, électronique, Technique, donc c'est possible. Alors, donc on essaie d'offrir quelque chose de technique et moderne à la population, de manière à ce que les informations soient traitées en temps utile. Vous parlez au président du CEP, il vous met en confiance. Ce matin, je l'ai lui ai entendu pas sur une parlé. station Je de lui ai pas Radio Sœur. parlé. Il disait que tout est prêt à 99%, quelque Non. chose comme ça, pour l'organisation des élections, notamment dans certains endroits frappés par l'ouragan Mathieu. Je ne lui ai pas parlé, je lui ai entendu à travers Radio Caraïbes ce matin. Mais après l'avoir entendu, je m'inquiétais un peu. Pourquoi? Parce qu'il a parlé des policiers qui sont éparpillés à travers les 10 départements et certains d'entre eux qui n'auront pas vraiment leur droit de vote en fonction d'une procédure préalablement engagée entre le CEP et la police, demandant aux agents de police de communiquer leurs signes préalablement. Or, bon nombre d'entre eux n'étaient pas vraiment touchés de la question. Alors que fera le Sénat ou le sénateur dans cette affaire? Moi, il faut dire que c'est une question qui devrait être résolue en amont et en aval. En amont, aujourd'hui, il ne faut pas ravir les policiers de leur droit de vote. C'est anormal. Lors des élections du 9 août, on a déplacé de 1000 policiers du département de l'Ouest pour les repartir dans les autres départements. Donc imaginez, moi je crois fermement, si ces 1000 policiers votaient à Port-au-Prince, j'aurais 104 ou 105 000 voix. Vous êtes sûr? J'aurais réussi avec 104, 105 000 voix. Vous êtes sûr qu'il voterait pour vous? Oui, mais au moins, j'aurais 900 policiers à voter pour moi. Vous êtes sûr? J'en suis sûr. Maintenant, mettons ça de côté. Disons-nous donc que ces policiers n'allaient pas voter pour Jean-René Senatus. Mais dans l'Ouest, ces policiers ont entendu l'agenda législatif de Senatus, de Des Augustes, d'Odigé. N'est-ce pas? Maintenant, lorsque le policier est dépêché à Tiburon, par exemple, il ne connaît aucun sénateur, aucun député là-bas. Donc, c'est dire que vous ne faites que ravir ce policier de son droit de vote. Moi, je pense qu'il faut amender la Constitution et créer pour le personnel vacataire du CEP des jours avant le jour du vote, pour que ces gens-là puissent voter. De pouvoir voter par anticipation. Effectivement. Maintenant, pour ces policiers, moi, je recommanderais au CEP de revoir la stratégie. Puisque les policiers sont déjà répartis sur les départements, demander à un policier de sécuriser celui qui est venu voter alors que lui, on lui a ravi son droit de vote, ça pourrait créer des frustrations. Et tout personnel ou tout professionnel en matière de sécurité sait combien ça pourrait coûter à une personne bénéficiaire d'une certaine sécurité à lui donner par une autre lorsque la personne placée pour administrer la sécurité est frustrée. Donc, il faut corriger ça. Maintenant, j'ai appelé ce matin le président Berlanger, peut-être, bon, à quelques jours des élections, il est pris. Au moulin. J'ai appelé le vice-président, je n'ai pas pu l'atteindre. Je vais continuer, je vais persister pour trouver au moins un de ses responsables pour lui passer au moins un petit conseil en ces termes. Le conseil peut-être en sera-t-il pris? Il y a une confusion sur la question des signes dans les départements touchés par l'ouragan Mathieu. L'ONI, l'Office national d'identification, a souhaité que certaines personnes de ces départements puissent voter sans leur signe, sans leur carte d'identification nationale.
certains membres du CEP, certains membres de la société civile, certains parlementaires aussi, sont montés au créneau pour dénoncer cette situation. Quelle est la lecture du sénateur que vous êtes? Moi, je pense que ce CEP, à entendre parler, M. Berlanger veut donner un travail exemplaire. Il veut faire en sorte que les élections ne soient pas contestées. Pour ce faire, ils ont adopté des mesures. Et c'est légal. C'est légal puisque à l'article 2, aux articles 1er, 2, 3 du décret électoral, il est dit qu'il est prévu que le CEP peut adopter les règlements et procédures tendant à l'accomplissement de ces tâches. Maintenant, si le CEP me dit que je ne pourrai pas voter avec des copies ou du moins avec des déclarations de perte de carte, bon là, c'est vrai que c'est un droit qui m'est ravi. Cependant, le CEP est le seul organe aujourd'hui légalement appelé à organiser des élections et à adopter des procédures tendant à l'accomplissement de ces tâches. Donc, moi, je ne vais pas contester leurs mesures. L'important, on veut droit aller vers les élections et ce, en toute sérénité. Il faut que les élections ne soient pas contestées. Donc, je fais confiance encore aux membres du Conseil. On les attend le 20, si Dieu veut, à l'œuvre pour voir est-ce qu'ils vont vraiment livrer la marchandise, car on dit souvent, c'est au pied du mur qu'on connaît l'ouvrier. Qu'on connaît le vrai marché. Alors, il y a un autre dossier qu'on aimerait voir avec vous. C'est question de la date du second tour des élections. Encore certains parlementaires l'ont dénoncé, mais le CEP se propose et se promet d'aller jusqu'à la fin, je le dirais comme ça, jusqu'au bout. Alors vous-même, vous êtes d'avis que si le 29 janvier est maintenu pour le second tour, le 7 février qui ne sera pas respecté, qui est encore une date constitutionnelle, quelle sera, si vous voulez, la venue? Les membres du CEP ne sont pas des diables. Ils ne sont pas des diables, ils sont des personnes comme nous, et par conséquent, doués d'intelligence. Moi, je pense qu'ils doivent se mettre à écouter ce que disent nos populations. Ils doivent se mettre à entendre et à comprendre le bien fondé de tous les conseils qui leur sont donc parvenus. Et à ce titre, moi personnellement, je pense qu'aujourd'hui, ce train de dernière heure que représentent les élections de novembre 2016 pour nous, on ne doit pas le rater sous aucun prétexte. On ne devrait pas rater également cette date fatidique qu'est le 7 février 2017 pour l'installation d'un nouveau président et à la magistrature suprême du pays. Maintenant, je pense que le CEP pourrait toujours compresser les dates. Parce que nous avons des candidats comme Jovenel Moïse, qui est en campagne depuis 3 ans. Aujourd'hui, il est fatigué. Je vois sa femme avec lui partout où il passe. Sa femme aussi est fatiguée. Je vois un de ses enfants, un garçon, avec lui. Son garçon aussi est fatigué. Mais il est fatigué, non, pas seulement physiquement, mais il est aussi fatigué mentalement et économiquement. Vous l'avez cité uniquement, il n'y en a pas d'autres? Il y en a d'autres. Vous ne les avez pas cités? Il y en a d'autres. Vous n'en avez pas fait mention. Ça vous fait sourire. Mais pourquoi citer? Bon, je ne suis pas en campagne. Je ne peux pas me permettre d'utiliser les caméras, les infrastructures de Télé Superstar. Et la question vous fait sourire. Je voulais le signaler uniquement. Eh bien, c'est parce que je suis un peu compatissant envers lui. Est-ce qu'il fait pitié ou bien c'est sa situation qui vous attire l'attention? Les deux. OK. Ça fait pitié de voir un jeune homme qui veut se mettre au service de son pays et qui se fait trimballer
par des méchants de la République ainsi. Ça vous énerve, sénateur? Ça me nuit. Tu vois? Il n'y a pas que lui. Il y a Maryse Narcisse aussi, qui est fatiguée. Il y a Henri Seyan, qui est fatigué. Il y a Moïse Jean-Charles, qui est fatigué. Donc, demander à une personne de faire 3 ou 4, 5 ans de campagne, c'est trop demandé. Donc aujourd'hui, le CEP pourrait tirer une conclusion pour dire ils ont été devant cette même population depuis 3 ans. Par conséquent, s'il y aurait un deuxième tour, moi je prie pour que les élections soient gagnées avec les 25% dès le premier tour. Dès le premier tour. Et là, je veux m'adresser à la population pour demander à cette population de se déplacer, d'aller voter, de choisir un président qui soit quand même et capable de guider le destin de ce pays. Car depuis 3 ans, on est en mode élection. Lorsqu'on est en mode élection, on met hors du jeu le mode développement. Or, aujourd'hui, nous avons des enfants qui grèvent, qui meurent de faim. À Jérémie, nous n'avons pas de président légitime capable d'orchestrer une véritable politique publique en matière d'agriculture. C'est anormal. Aujourd'hui, on a une éducation qui fonctionne à 2 ou à 4 vitesses. Les enfants de la Gonave, je ne sais pas s'ils ont déjà reçu le résultat de leurs examens de bac, alors que certains autres jeunes se font déjà admettre dans des universités. Aujourd'hui, il y a des enfants dans le sud qui manifestent à travers les rues demandant à ce que les portes de leurs écoles soient réouvertes. Pendant qu'à Port-au-Prince, nos enfants continuent à aller à l'école. Donc, on a des problèmes. Et pour engager ces grands chantiers, il nous faut un président légitime, un président de caractère. Le 29 janvier, disons mieux, pardon, cause problème pour un second tour au cas où... Moi, je pense qu'il faut compresser et trouver une autre date, réduire le mois donné aux candidats pour le deuxième tour en 15 jours. Et ça nous permettrait d'atteindre le 7 février. Alors, deux petites questions avant de mettre fin à notre très belle rencontre, honorable sénateur. Vous endossez un candidat à la présidence, il y a des sénateurs qui le font. Moi, je n'ai pas endossé publiquement de candidat. Parce que je veux avoir le recul nécessaire pour questionner les différents actes posés par qui de droit au sein de notre société. Cependant, moi et ma famille, nous voterons pour un candidat. Qui est? Lorsque je vous dis moi et ma famille et moi, ma femme et moi, puisque ma fille de 19 ans peut voter certainement. Elle est à l'étude, elle peut voter, elle n'est pas en Haïti. Malheureusement, elle m'appelle là. Pendant que je suis dans l'émission, elle m'appelle. Malheureusement, elle ne pourra pas voter, mais ma femme et moi, nous voterons. Nous allons voter pour la famille, nous allons voter pour l'agriculture, nous allons voter pour le jardin. OK. Alors, ce qu'on allait dire... Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit là? Mais j'ai bien entendu et bien reçu. Je vais voter pour la famille, je vais voter pour une politique publique en matière d'agriculture, je vais voter un homme capable de gérer le destin de cette population. On suit votre regard. Il y a des gens qui diraient que... Suivez donc mes regards, mes chers téléspectateurs. Je voterai pour l'homme que vous avez. Il y a des gens qui diraient que vous ravissez le doigt à votre fille de voter parce qu'elle est en Haïti. Bon, elle pourrait rentrer. Elle n'est pas en Haïti, elle pourrait rentrer. Malheureusement, l'université ne leur permet pas de rentrer. Un dernier mot pour mettre fin à notre rencontre, l'honorable sénateur Gerolel Senatus. Le dernier mot... Un message à la communauté, à la population, comme sénateur de la République, évidemment. Le dernier mot, mon frère des Augustes, c'est à la population. Pour dire à cette population qu'il y a 2 semaines de cela, je me suis mis à lire un livre écrit par Alain Juppé, titré « 5 ans d'emploi ». Qui est français, évidemment. Alain Juppé est un Français qui aujourd'hui est candidat aux présidentielles françaises. Il a dit dans cet ouvrage qu'il a 10 000 jeunes
qui ne travaillent pas encore et qui se font trimballer dans les administrations privées et publiques françaises et parfois qui sont obligés de payer la niche avant même de recevoir un emploi ou de se faire recruter. J'ai lu à travers le livre d'Alain Juppé une phrase qui m'a retenu l'attention. C'est que la France vient de perdre 40 ans dans son élan vers le développement. La France, 40 ans. Aujourd'hui, nous avons un pays où l'instabilité politique bat son plein. Si Alain Juppé parle de 40 ans, nous autres, nous pouvons parler de 200 ans. Car aujourd'hui, pour mieux voir ce qu'était Haïti, c'est dans le passé, et dans le passé lointain, qu'il faut se référer. 30 secondes pour terminer. Je vous demanderai, chers publics téléspectateurs, téléspectatrices, de vous rendre aux urnes dimanche prochain, de voter pour la famille, de voter de politiques publiques en matière d'agriculture capable d'aider le peuple à prendre soin de lui-même. Car à votre plat, on n'a pas le cœur à l'étude et au développement. Merci bien de m'avoir entendu. Prenez donc la route de l'urne. Merci bien. On termine avec le même texte que l'on a utilisé au début de cette émission, tout en vous disant merci de votre disponibilité et du sacrifice auquel vous avez consenti pour être des nôtres. L'honorable sénateur Géronel Sinatus. Ce fut un plaisir, et je compte récidiver. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Quand nos aïeux brisèrent leurs entraves, ce n'était pas pour se croiser les bras, pour travailler en maître. Les esclaves ont embrassé corps à corps le trépas. L'indépendance est éphémère, sans le droit à l'égalité, et pour briser heureux cette terre, il nous faut la devise austère, Dieu, le travail et la liberté. La reprise de cette émission, c'est pour ce soir à 10 h. La prochaine émission, c'est pour demain. Et l'on se retrouve à la même heure pour un autre rendez-vous. Au revoir, restez sur Télé Superstar, la meilleure image. Quand vous désirez des couleurs éclatantes, une couverture impeccable, une touche élégante, des couleurs vraiment différentes, la seule peinture qui a réponse à toutes vos exigences en matière de couleurs est là. Easy Care, Weather All and Panto Select, avec l'eau VOC et l'eau Other Formula, made in US by True Value. Ce n'est pas seulement une peinture, c'est votre personnalité. Disponible à la quincaillerie Nouvelle SA. Opinion 68 vous est présenté par la peinture Easy Care, disponible à la quincaillerie Nouvelle SA. Homme d'affaires particulier, non souci pour la reconstruction, quincaillerie Nouvelle SA porté pour vous, produit Sika. Depuis plus passé 100 l'année, compagnie Sika travaille dans l'idée pour renforcer construction, sortir dans fondation, arriver dans finition. Produit pour éliminer risque fissuration, pour protection et réparation d'alactoitie, étanchéité mortier, et traitement pour mie. Anticorrosif pour acier, époxy pour sceller et latrier. Axika ou membre caillou, parce que pas de bon béton sans Sika. Axika, 20 mètres vanté, la terre a tremblé, caillou a campé, chambre. Sika, l'essentiel pour construire.